L'Afrique du Sud peut se vanter d'abriter l'un des sanctuaires animaliers les plus riches du continent. Un refuge pour le plus gros mammifère du monde. Un sanctuaire animalier immense, sur terre et en mer, a été créé pour la protection des éléphants. De nombreuses espèces y vivent, notamment des prédateurs redoutables. Cette faune et cette flore uniques se battent au quotidien pour survivre, que ce soit contre les éléments ou entre eux. Le parc national des éléphants d'Ado se trouve sur la côte sud de l'Afrique. Ce large couloir qui part de l'océan s'étend vers l'intérieur des terres. Avec ses 1800 km², il est le troisième plus grand parc national d'Afrique du Sud. Au sud, des îles accidentées surgissent de la mer. C'est là que vivent des centaines de milliers d'oiseaux marins. Elles sont entourées par des eaux chaudes pleines de vie. Et elles sont bordées par un littoral sauvage où se mêlent forêts luxuriantes et dunes désolées. Au nord se trouvent de vastes zones sèches avec de grandes plaines qui s'étendent jusqu'aux montagnes Zurberg. Au-delà de ces montagnes, les terres sont desséchées. Le parc d'Ado est une terre de contraste, où la végétation et les animaux doivent s'adapter aux conditions difficiles. L'animal qui vit au centre de ce paysage est au cœur de l'histoire du parc. À une époque, l'éléphant d'Afrique vivait dans tout le sud du continent. Mais au XIXe siècle, la population a été décimée à cause du commerce de l'ivoire. En 1931, il ne restait plus qu'11 éléphants dans cette partie de l'Afrique. Il fallait agir. Des terres ont été choisies pour créer un sanctuaire pour ces derniers survivants. C'est ainsi qu'est né le parc national des éléphants d'Ado. C'était une mesure de sauvegarde vitale. Depuis, les communautés d'éléphants d'Ado n'ont cessé de se renforcer. Aujourd'hui, ils sont 600. Tous descendent des pionniers. Mais ce sauvetage in extremis a laissé des traces. Contrairement aux autres éléphants d'Afrique, plus de 90% des femelles n'ont pas de défense. Les éléphants se servent de leur défense pour se protéger, montrer leur domination et creuser. Mais ici, les femelles doivent faire sang. En effet, par le plus grand des hasards, les 11 individus qui peuplaient le parc ne portaient pas le gène déclenchant la croissance des défenses. Néanmoins, cela ne constitue pas un handicap pour ces femelles. Ces troupeaux prospèrent
Le taux de natalité est très élevé et leur population explose. Aujourd'hui, le parc d'Ado peut se targuer de posséder l'une des plus grosses populations d'éléphants en Afrique. Le cœur du parc est un paradis pour ces géants majestueux. Des points d'eau sont disséminés un peu partout sur les plaines. Ce troupeau a profité du moment le plus frais de la matinée pour se nourrir. Mais lorsque la température avoisine les 40 degrés, il cherche un point d'eau. C'est la plus vieille femelle qui dirige le troupeau. On l'appelle la matriarche. Elle guide sa famille pour trouver de la nourriture et de l'eau. Les plus jeunes aiment se mouiller. Avant de boire, ils s'aspergent. Les éléphants peuvent boire jusqu'à 75 litres par jour. La boue froide leur permet de faire baisser leur température. C'est aussi un bon moyen de se protéger du soleil. Cela dit, il faut s'en méfier. Les mères doivent surveiller leurs petits. Le niveau d'eau est bas pour les adultes, mais les petits peuvent s'y noyer. La boue est profonde à certains endroits. Mais les petits veulent avant tout s'amuser. Ce qui ressemble à un jeu est en réalité une épreuve de force importante. D'ici quelques années, ces jeunes mâles devront s'affronter pour la domination et pour gagner le droit de s'accoupler. Pour le moment, leur comportement joueur leur permet de se divertir. Les troupeaux se croisent régulièrement aux différents points d'eau du parc d'Ado. Les éléphants se déplacent en masse pour étancher leur soif. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls à venir. Toutes les créatures, petites et grandes, ont besoin de ces points d'eau. Mais il faut rester sur ses gardes, car cet attroupement attire les prédateurs. Après une pause rafraîchissante, la matriarche amène sa famille dans les buissons. Les éléphants parcourent jusqu'à 20 km par jour pour trouver des endroits où paître. Ils consacrent parfois 14 heures à satisfaire leur faim. De nombreuses zones du parc sont recouvertes d'une plante qu'on appelle la Portulacaria afra ou le pourpier en arbre. Ses feuilles charnues sont tendres et nourrissantes. Les éléphants l'adorent. Et ce n'est pas une relation à sens unique. En se nourrissant ici et là, les troupeaux cassent beaucoup de branches et les écrasent sur le sol. Ces branches prennent alors racine et de nouvelles pousses apparaissent. Mais le succès de la Portulacaria afra ne tient pas qu'aux éléphants.
Fait rare, elle est capable de créer sa propre nourriture. Les plantes ont besoin de soleil et de dioxyde de carbone pour pousser. Mais lorsqu'elles absorbent du dioxyde de carbone en plein jour, de l'eau s'échappe des petits pores sur leurs feuilles. La Portulacaria afra absorbe tout le dioxyde de carbone et le stocke la nuit quand il fait frais. Elle l'utilise la journée pour la photosynthèse lorsqu'il y a de la lumière. Cela signifie que ses pores peuvent rester fermés pendant les journées très chaudes. Elle conserve ainsi un maximum d'humidité. Grâce à cette adaptation à un environnement sec et à la contribution des éléphants, la Portulacaria afra fructifie. Ces plantes au cœur du parc d'Ado nourrissent le plus gros mammifère terrestre, mais elles servent également d'habitat à de plus petites créatures. Des microcosmes de vie qui ont aussi leurs prédateurs. Des nids d'araignées sociales. Les fourrés font office d'échafaudage pour ces nids qui abritent plus d'une centaine d'individus répartis dans des petits compartiments. Ces toiles gigantesques sont créées dans un seul but, piéger les proies. Une sauterelle prise au piège se débat pour s'enfuir. Très vite, les vibrations poussent les araignées à agir. La sauterelle a des pattes puissantes. Elle doit être maîtrisée rapidement avant qu'elle ne s'échappe. Les renforts arrivent à la hâte. C'est trop tard. Fin du combat. Le venin immobilise la sauterelle et commence à digérer son corps. Les araignées chassent rarement en groupe, mais cette espèce, qui ne mesure que 14 mm, n'a pas d'autre choix que de recourir à la coopération pour vaincre sa proie. Le cadavre est transporté à l'abri dans une zone de nidification. Le festin pourra alors commencer. Il y a beaucoup de mandibules à nourrir, c'est donc chacun pour soi. La coopération laisse bientôt place à l'affrontement. Même pour ces petits prédateurs sociaux, la vie ne tient qu'à un fil. La survie de leur nid ne dépend que d'un facteur, la chance. Il faut espérer que le nid ne sera pas détruit par le passage des éléphants. Certaines espèces du parc n'ont pas eu cette chance. Les Portulacaria afra s'accommodent des éléphants qui paissent. Mais ces derniers sont maintenant si nombreux que les plantes qui n'ont pas réussi à s'adapter sont menacées. Le nombre d'aloès diminue à mesure que la population d'éléphants augmente. Certaines espèces ont même disparu. Un animal de 5 tonnes provoque de gros dégâts lorsqu'il traverse les fourrés. Il écrase et déracine les espèces les moins résistantes. Celles qui ne sont pas capables de produire de nouvelles racines, contrairement à la Portulacaria afra, paient le prix fort. Cela dit, cette destruction permet de créer un passage pour les autres animaux. Les chemins tracés par les éléphants et les zones dégagées sont essentiels pour les nombreux gibiers d'Ado. Comme ces koudous, beaucoup d'espèces dépendent des éléphants pour dégager le paysage. De nouvelles opportunités s'offrent alors à elles dans les buissons impénétrables de la Portulacaria afra.
Voici la tortue léopard, l'une des espèces charismatiques du parc. Ici, elles atteignent des tailles impressionnantes. Certaines pèsent parfois plus de 40 kilos. Cette tortue est protégée où qu'elle aille. Avec un peu de chance, elle pourra même vivre 100 ans. Mais son armure n'a pas toujours été aussi solide et au cours de ses jeunes années, elle était vulnérable aux prédateurs. Pendant cette période dangereuse, les buissons du parc d'Ado lui ont permis de se cacher. On trouve de vastes prairies entre les zones recouvertes de plantes succulentes. Plusieurs espèces viennent y brouter. L'Alcephalus kahama supporte mieux la chaleur que les autres antilopes. Elle passe ainsi de longues heures à se nourrir sous un soleil de plomb. Les cornes des mâles sont plus petites et plus épaisses que celles des femelles. Ils sont armés pour se disputer les territoires. Néanmoins, lorsque le danger est bien réel, leur instinct les pousse à courir. Grâce à leurs pattes avant surdéveloppées, ces antilopes peuvent galoper sur de longues distances sans se fatiguer. Elles ne sont pas les seules à vivre dans ces prairies. Une multitude de créatures profitent des zones dégagées par les éléphants. Des hérons garde-bœufs se jettent sur des insectes, alors qu'un troupeau de zèbres joue les troubles fêtes. En véritable brouteur, le zèbre des plaines ou zèbre de Burchell se nourrit exclusivement d'herbes. Ses lèvres sensibles rassemblent les brins d'herbe entre ses incisives puissantes. Il coupe l'herbe au ras du sol. Il digère rapidement cette herbe. Par conséquent, il obtient un rapport en protéines suffisant, même quand l'herbe est dure ou pauvre. Mais avec cette digestion rapide, les zèbres doivent constamment recharger leur batterie. Même dans ces pâturages nourrissants, ils passent 60% de leur temps à manger, de jour comme de nuit. Et leurs compagnons à plumes ne sont jamais loin derrière. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est la saison des amours et les femelles sont recherchées. Une augmentation des hormones dans l'urine de la femelle pousse les talons du troupeau à agir. C'est une lourde tâche avec un enjeu de taille, transmettre ses gènes. Les zèbres ont souvent recours au contact physique tendre pour créer ou renforcer des liens. Les mâles adoptent un comportement encore plus doux lorsqu'ils courtisent les pouliches. Parfois, ils se toilettent en se frottant et en se mordillant le cou et le dos. Les prairies d'Ado sont divisées en plusieurs territoires, certains permettant de se nourrir et d'autres de se protéger. La vie de famille a ses avantages et ses inconvénients. Cette mangouste jaune veut manger. Elle cherche des insectes. Mais elle doit vite avaler son repas car les aînés cherchent toujours à le lui voler. Il faut se soumettre rapidement si l'on ne veut pas que la bagarre dégénère. Pour l'un des résidents du parc, trouver de la nourriture n'est pas un problème compte tenu du nombre de gros herbivores qui y vivent.
Il s'agit du bousier Circelium bacchus. Il peut compter sur les éléphants et les autres gros mammifères pour obtenir de la nourriture régulièrement. Ça n'en reste pas moins une tâche difficile. Il doit transporter sa nourriture jusqu'à sa cachette secrète. Et ce n'est pas la porte à côté. Cette boule de bouse qui lui paraît énorme est parfois capricieuse. Mais rien n'arrête ce bousier, et cette maladresse apparente cache en réalité une grande intelligence. Il utilise cette boule de bouse pour se repérer en se basant sur la position du soleil. Puis, il reprend le travail, sûr de se diriger dans la bonne direction. Cette espèce endémique est l'un des rares bousiers incapables de voler. C'est un handicap majeur pour chercher de la nourriture. Mais c'est un compromis qu'il doit à l'évolution. La capacité de voler a été sacrifiée pour laisser place à une adaptation incroyable aux prairies chaudes et sèches d'Ado. Comme d'autres animaux, les bousiers respirent et rejettent du dioxyde de carbone pendant ce processus. Et lorsque l'on rejette du dioxyde de carbone, on perd beaucoup d'eau. Cette espèce de bousier s'est adaptée afin de résoudre ce problème. L'espace vide sous sa carapace, où se trouvent les ailes chez les autres espèces, est un réservoir spécial pour stocker le dioxyde de carbone. Il expire d'un seul coup toutes les demi-heures. De cette manière, il conserve une quantité importante de vapeur d'eau et évite la déshydratation. Pour ces bousiers, la bouse est une source de vie, à tel point qu'ils en font des nids où ils pondent leurs œufs. Les déjections des éléphants d'Ado ne servent pas à cet effet. Seule la bouse de buffle leur convient et ils ont de la chance car il y en a plein le parc. Les mâles plus jeunes et plus puissants ont exclu ce vieux buffle du troupeau. Il finira ses jours seul dans les prairies d'Ado, à moins qu'il ne rejoigne un petit groupe de vieux mâles comme lui. Ici, on les appelle Daga Boys. Ce nom vient du mot boue en zoulou. Ils passent leur temps à se vautrer dans la boue. Ils se comportent comme des vieillards grincheux. Ils sont souvent agressifs. Ils pèsent plus de 600 kilos. Seuls les prédateurs les plus puissants peuvent espérer vaincre l'un de ces buffles. Et question puissance, personne n'égale les lions. Les lions misent largement sur les embuscades. Ils se cachent et attrapent leur proie par surprise. C'est pourquoi les prairies dégagées sont très importantes pour les buffles. Les troupeaux forment de grands rassemblements à découvert. Ils minimisent ainsi les chances de tomber dans une embuscade. Mais par ailleurs, les buffles sont armés. Ils se servent de leurs cornes impressionnantes dans les combats pour asseoir leur domination. Mais associés à leur corpulence, ces cornes deviennent alors un ennemi redoutable, même pour les tueurs puissants. En réalité, pour les lions, se nourrir n'est jamais chose facile. Même les phacochères sont armés jusqu'aux dents. Ces cochons ont des défenses, comme les éléphants. Sauf qu'ils n'en ont pas 2, mais 4. Les défenses supérieures, qui sont plus grandes, sont utilisées pendant les combats entre mâles. L'excroissance de peau dure sous leurs yeux constitue une protection pendant ces combats. C'est à ces excroissances qu'ils doivent leur nom, le préfixe phaco signifiant lentille. Mais les prédateurs redoutent surtout les petites défenses inférieures. Ces dernières se frottent contre les défenses supérieures chaque fois que le phacochère ferme sa bouche. Elles sont donc constamment aiguisées.
Alors, lorsqu'on doit se mesurer à un mâle adulte comme celui-ci, elle constitue un véritable danger pour les prédateurs. Et quand la maman est dans les parages, même les petits ne sont pas des proies faciles. Au moindre signe de danger, ils se précipiteront vers leur terrier. Et si elle est encerclée, elle les défendra férocement. Elle se servira de ses défenses pour taillader et planter le prédateur. Dans cette bataille constante entre prédateurs et proies, les animaux jeunes et vulnérables se retrouvent souvent seuls. De nombreux prédateurs vivent dans ce parc. Que ce soit le roi, le lion, ou le sournois, le chacal, tous sont à l'affût d'un repas. Ses frères sont ensemble depuis qu'ils ont quitté leur troupe lorsqu'ils étaient jeunes. Ils coopèrent pour contrôler leur territoire et passent la plupart de leur temps ensemble. Comme de nombreux prédateurs, ils profitent de la nuit pour chasser. La nuit tombée, les prédateurs du parc ont un avantage considérable sur leur proie. Le jour se lève et révèle une tragédie. Une femelle éléphant se tient près des restes de son petit. Coincé dans un point d'eau pendant la nuit, ce dernier a été mortellement attaqué. Mais sa mère continue de veiller, seule. Les liens entre les éléphants et leurs petits sont très forts, même après la mort. Cette jeune femelle aurait pu passer les 9 prochaines années aux côtés de son petit, sans jamais s'éloigner à plus de quelques mètres. C'est cet instinct de protection qui la pousse à rester près du corps. Elle refuse de le laisser. Une femelle du troupeau s'approche de la jeune mère. Elle renifle avec hésitation. Ses mouvements semblent étudiés, presque doux. Les éléphants passent leur vie ensemble et ont donc des liens très forts. Chacun s'occupe même des petits de l'autre. La femelle reste avec la mère pendant que le reste du troupeau s'abreuve. Est-elle en train d'essayer de la réconforter? Elles sont bientôt rejointes par d'autres éléphants. Toute la famille semble partager la tristesse de la mère. Tous sont prudents et calmes. En cas de danger, les éléphants se regroupent souvent autour des individus vulnérables. Cette femelle est bien trop grosse pour subir une menace physique, mais ils sentent qu'elle a besoin de soutien. Et ils la soutiennent de la seule manière possible pour eux, en restant proches d'elle.
La détresse de la mère finit par attirer l'attention d'un gros mâle. Du bout de sa trompe, il lui touche la bouche. Il s'agit d'un signe d'affection. Serait-ce le père du petit? Puis, le troupeau va chercher de la nourriture. La mère, elle, doit prendre une décision cruelle. Soit elle part avec sa famille, soit elle reste pour pleurer son petit. Son instinct lui dit de rester, et le mâle l'accompagne. Elle lui cède sa place ô combien importante pour aller se nourrir. Son dernier véritable repas remonte à des heures. Mais au bout de quelque temps, sans qu'elle s'en rende compte, le mâle part pour aller se nourrir. Elle n'a pas d'autre choix que de revenir auprès de son petit. La coopération au sein d'un clan est souvent essentielle à la survie. Néanmoins, les individus finissent toujours par s'occuper d'eux-mêmes. Elle a faim, soif, et elle est épuisée. Mais elle refuse d'abandonner son petit. Dès qu'elle s'éloigne de la carcasse, les charognards surgissent. Il est arrivé que des éléphants protègent leurs morts pendant des jours. Les cadavres représentent un repas appréciable pour les charognards. C'est pourquoi ils ne veulent pas céder non plus. Malgré leur réputation, les chacals et les hyènes sont de bons prédateurs. D'ailleurs, ils chassent souvent par eux-mêmes. Mais ils ne refusent jamais un repas gratuit, même s'il faut attendre des heures. La femelle s'affaiblit. D'ici peu, elle va devoir manger. Pour l'instant, même après plusieurs heures, elle refuse de partir. Son troupeau a poursuivi sa route et il est dans son intérêt de le rejoindre. Mais elle n'est pas encore prête. Le parc d'Ado est une zone protégée. Malgré cela, c'est un environnement difficile pour les animaux qui vivent dans ce paysage varié. Loin de la brousse, après le territoire des éléphants, se trouvent les autres zones sauvages du parc. Curieusement, l'un des paysages les plus arides côtoie l'océan. Les imposantes dunes d'Alexandria. Ces dunes préservées s'étendent sur 50 km de long et parfois 5 km de large. Elles s'élèvent jusqu'à 140 mètres.
certains endroits, elles sont si anciennes qu'elles se sont compressées jusqu'à former des couches solidifiées. Rares sont ceux qui survivent ici. Pourtant, ce paysage stérile nourrit des milliers d'individus au large. Malgré les apparences, on y trouve de l'eau. Sous les dunes, des nappes souterraines riches en nitrates forment des aquifères au-dessus du substrat rocheux. Lorsqu'elles se sont suffisamment accumulées, ces eaux débordent. Elles ruissellent des dunes jusqu'à la mer. Les nitrates qu'elles transportent contribuent à faire prospérer le phytoplancton. Ce phytoplancton est à la base de la chaîne alimentaire marine. C'est grâce à lui que la vie se développe. Les eaux le long de la côte d'Ado sont parmi les plus riches d'Afrique. Elles nourrissent une diversité d'espèces incroyable. Ici, les dauphins forment des bancs gigantesques et nerveux. Ils sont accompagnés de la deuxième espèce de géant du parc d'Ado, la baleine franche australe. Comme les éléphants, ces baleines ont été chassées par l'homme et ont failli disparaître. Depuis qu'elles sont protégées dans les eaux internationales où elles se reproduisent, elles ont fait un retour spectaculaire. C'est aussi là qu'on trouve un super prédateur digne de ceux qui vivent sur Terre. Le grand requin blanc est peut-être le meilleur chasseur du parc d'Ado. Dans ce riche environnement marin, ce tueur parcourt 700 hectares placés sous la protection du parc. Il chasse principalement les manchots et les phoques qui vivent sur les îles au large. La côte abrite également la plus grosse colonie de fous du Cap du monde. L'abondance de poissons a permis à cette colonie de se développer. Près de 200 000 spécimens vivent sur la bien nommée île des oiseaux. Ils disposent d'un endroit sûr pour élever leurs petits. Sous la protection du parc, ils n'ont pas à s'en faire pour les générations futures. Il en est de même pour les animaux sur le continent. Le littoral sauvage d'Ado semble bien loin des zones enclavées à l'intérieur des terres. Pourtant, ces environnements sont liés. L'océan amène de l'eau sur Terre grâce aux courants atmosphériques. L'air humide venant des eaux chaudes de l'océan Indien s'engouffre à la pointe est du parc. Les forêts primaires luxuriantes de Woody Cape sont ainsi arrosées. Les plantes qui aiment l'ombre et la moiteur fructifient dans ce microclimat humide. Il fait frais dans cette zone protégée. Ce climat permet à la vie de s'y développer de façon inédite dans le parc. L'air marin s'enfonce dans les terres et apporte de l'eau aux plantes et aux animaux qui en ont bien besoin dans la brousse. Néanmoins, il existe un endroit où il ne pleut pas. Les courants atmosphériques humides s'engouffrent dans les terres, mais ils se heurtent à un obstacle, les montagnes Zurberg. Les courants ascendants refroidissent et se condensent, provoquant ainsi des précipitations sur les versants côtiers. Tandis que sur les versants intérieurs, il y a une ombre pluviométrique. Dans ces zones arides que l'on appelle ici Thirstlands, on enregistre 225 mm de précipitations par an. En été, les températures caniculaires atteignent 45 degrés.
Ici, les plantes n'ont pas eu d'autre choix que de s'adapter pour survivre. Et à ce jeu-là, aucune ne bat le forbe. L'astuce est d'économiser l'eau. Les branches de l'euphorbe poussent à la verticale, de sorte que lorsque le soleil est à son zénith, il ne tape que sur l'extrémité étroite de la plante. Elle perd donc moins d'eau à cause de l'évaporation. Les branches stockent également une grande quantité de liquide sous forme de sève laiteuse. Ce réservoir de liquide est toxique et immangeable pour la plupart des animaux. La plante n'est donc pas mangée. Le Bossia albitrinca a une approche moins conventionnelle de la vie dans cet environnement sec. Ses racines s'enfoncent très profondément et atteignent des réserves inaccessibles à d'autres plantes. Au lieu de garder cette eau, comme l'euphorbe, il l'utilise pour produire des feuilles denses et nutritives ainsi que des baies. C'est une source de nourriture rare pour les animaux qui vivent dans ces zones arides. Ces derniers dispersent ensuite les graines de l'arbre sur toute la zone. C'est ainsi que l'espèce survit. Peu d'animaux sont capables de survivre dans cet environnement. Mais le zèbre de la montagne du Cap en fait partie. Avec cette sécheresse, il n'y a pas assez d'herbe pour nourrir les nombreux zèbres qui vivent dans les prairies du parc. Le troupeau de ce mâle ne compte que 5 individus. Ils ont tout de même du mal à trouver leur bonheur. Les juments blessent souvent mortellement les autres poulains, éliminant de cette manière les concurrents de leurs petits. Une caractéristique qui semble cruelle, mais qui résulte d'une adaptation à des conditions difficiles. Même les parents les plus dévoués du parc ne peuvent pas toujours protéger leur fragile progéniture. La jeune mère a passé près de 2 jours à veiller le corps de son petit. Mais elle n'a plus le choix, elle doit partir. Épuisée et affamée, son instinct de survie la pousse à aller manger et boire. Les éléphants sont réputés pour leur excellente mémoire. Il est donc impossible de savoir combien de temps elle subira le traumatisme de cette perte. Mais elle portera très certainement un autre petit. Tôt ou tard, l'expérience de la mort sera remplacée par la joie d'une vie qui débute. En général, les éléphants donnent naissance tous les 5 ans. Mais puisqu'elle a perdu son petit, cette femelle sera en chaleur plus tôt que prévu. Sa grossesse devrait durer un peu moins de 2 ans. Rejoindre son troupeau est la première étape de ce parcours. Ses congénères accepteront de la réintégrer. Côtoyer sa famille lui apportera un peu de réconfort. Le troupeau, cette famille, véritable pilier des populations d'éléphants, restera fort et elle en fera partie. Ces petits et ceux des autres ont encore de beaux jours devant eux dans ce parc incroyable.
Le parc d'Ado est une terre d'extrême. Si certaines zones prospèrent, d'autres connaissent le dénuement et les conditions difficiles. L'emblème du parc, l'éléphant, vit bien ici. Le taux de mortalité est bas, la population ne cesse de croître. Mais même pour ces géants, la vie dans la nature est truffée de dangers et la survie n'est jamais garantie. À la pointe sud-ouest de l'Afrique se trouve l'un des parcs les plus incroyables du monde. Encerclé par l'immensité de l'océan Atlantique et par une métropole en pleine croissance, le Cap. Ce parc abrite une multitude de plantes et d'animaux. Des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est un environnement extrême et redoutable. L'une des montagnes les plus célèbres du monde se dresse en son sein. Il s'agit du parc national de la montagne de la Table. La montagne de la Table est l'une des merveilles naturelles du monde. Son sommet plat, composé de grès très rigides, résiste à l'érosion depuis des millénaires. Cette montagne délimite la frontière septentrionale de l'un des parcs les plus riches d'Afrique. Le parc national de la montagne de la Table s'étend ensuite vers le sud, le long d'une chaîne de montagnes accidentées et jusqu'au bout de la péninsule, à la pointe du Cap. « 221 km² d'une diversité incroyable. Il abrite plus de 2000 espèces de plantes. 90 d'entre elles ne poussent qu'à cet endroit. Ce sanctuaire est encerclé de toutes parts par l'océan et par l'homme. Les montagnes jaillissent de l'eau et s'élèvent jusqu'à 1000 mètres. Deux univers s'opposent sur terre et en mer. Les vents froids et secs et les courants océaniques profonds font remonter les eaux le long de cette côte. De précieux nutriments arrivent alors à la surface. Les eaux sont donc riches et pleines de vie. Mais sur Terre, les conditions ne sont pas les mêmes. Les vents, source de vie en mer, ballottent les montagnes et dessèchent le paysage, constituant ainsi un frein à la croissance de la végétation. Survivre dans cet environnement sec, balayé par les vents, est un combat. Mais la quasi-totalité des plantes et des animaux se sont adaptés pour faire face à ces conditions difficiles. Les suimangas orangés volent de fleur en fleur, formant une alliance essentielle à la survie des deux espèces. Seules les espèces les plus résistantes survivent difficilement sur Terre. À l'inverse, sous les vagues, la vie prospère dans ces eaux riches. Les phoques jouent à cache-cache avec la mort dans la végétation sous-marine. Une insolite colonie de manchots du Cap fructifie
à l'abri dans l'incroyable sanctuaire naturel de la montagne de la Table. Pour les plantes comme pour les animaux, la vie ici est dangereuse. Nous sommes en plein cœur de l'été. Une famille hors du commun est venue jusqu'à la plage, près de la pointe du Cap, pour fuir la chaleur. Ce sont des chacmas. Avec les humains, ce sont les primates qui vivent le plus au sud en Afrique. Ils comptent parmi les plus gros singes du monde. Les mâles peuvent peser jusqu'à 45 kilos. Ces primates pleins de ressources vivent dans le sud de l'Afrique, dans des habitats très divers, les forêts, les plaines, la savane ou encore les semi-déserts. Quelques jours par mois, quand la marée est très basse, ils viennent sur la plage pour chercher de la nourriture dans les rochers à découvert. C'est un avantage non négligeable dans ce parc impitoyable. C'est l'une des rares espèces de babouins qui vit en contact à la fois avec la terre et avec la mer. La péninsule du Cap est une bande de terre isolée qui surgit du puissant océan Atlantique. C'est l'un des endroits les plus venteux du monde. Les vents violents soufflent environ 100 jours par an. Si cela rend les conditions de vie très difficiles sur Terre, dans l'océan, c'est une source d'abondance. Les vents venant du sud-est et les courants océaniques profonds ramènent les eaux froides riches en nutriments à la surface. Ce phénomène s'appelle la résurgence. Ces nutriments, associés au soleil, alimentent l'un des habitats les plus productifs de la planète. Les varechs géants, où les plantes atteignent 12 mètres, prospèrent. La nourriture abonde. La seule difficulté est de trouver un chez-soi. L'espace est une denrée rare, alors la compétition fait rage. Les poissons, comme ce spar à selle blanche, défendent leur territoire. Les mâles gardent jalousement leurs parcelles et pour écarter la concurrence, ils ont une astuce. À la naissance, les petits sont tous des femelles. Quand le mâle dominant meurt, la plus grosse femelle change de sexe et reprend son territoire. Les requins planés patrouillent également dans ces varechs. Ils descendent d'une lignée de requins primitifs. La journée, ils se cachent dans les varechs pour échapper aux prédateurs, tels que les grands requins blancs. Tout comme les otaries à fourrure d'Afrique du Sud, autre proie de choix pour les requins blancs. À l'abri dans ce refuge sous-marin, elles ont tout le temps de chahuter.
Les vents incessants qui favorisent la résurgence dans l'océan et en font un écosystème d'une fertilité extraordinaire dictent également les conditions sur Terre, mais avec les effets inverses. La végétation qui recouvre le parc est appelée fynbos, ce qui signifie buisson fin. Elle tire son nom des feuilles délicates de la plupart des plantes qui y poussent et qui les aident à conserver l'eau. Les fynbos font partie de la région florale du Cap qui jouit d'une diversité incroyable. Une diversité qui n'est surpassée que par les forêts tropicales. Pourtant, en termes de taille, cette région ne représente qu'un fragment de ces forêts. Plus de 9000 espèces végétales sont recensées sur les 90 000 km² du Cap. 70% de ces espèces sont endémiques de la région. On trouve ici plus d'espèces que dans tout le Royaume-Uni. Le fynbos compte 4 grands types de plantes. Les éricacées, que l'on reconnaît à leurs feuilles qui ressemblent à des petites aiguilles. Des plantes qui s'apparentent aux roseaux, les restionacées. Les protéacées, ces buissons imposants avec leurs fleurs tape à l'œil. Et les géophytes, qui ont un organe de réserve souterrain. Les sols du parc national de la montagne de la Table sont sableux. Ils contiennent peu de nutriments et d'eau. Quand les sols sont pauvres, la croissance des feuilles demande de l'énergie. Les plantes doivent donc dissuader les animaux de les manger. Elles remplissent leurs feuilles de substances chimiques appelées tanins. Celles-ci deviennent alors amères et indigestes. Le paysage semble recouvert d'une végétation comestible, mais il n'en est rien. Cette famille de zèbres de montagne du Cap cherche de la nourriture dans les plaines, au nord de la pointe du Cap. C'est la plus petite espèce de zèbre. On les reconnaît facilement grâce aux morceaux de peau qu'ils ont sous la gorge et qu'on appelle le fanon. Ils sont adaptés aux environnements secs et rocheux. Ils cherchent des jeunes pousses d'herbe. Les élans, la plus grosse espèce d'antilope, dépendent aussi des rares portions d'herbe qui poussent au milieu de ces fynbos immangeables. Les bonteboks ne sont présents que dans cette région de l'Afrique du Sud. Ils ne peuvent vivre que des fynbos. Mais ils profitent bien des pâturages de la montagne de la Table pour compléter leur alimentation. Pour tous les animaux terrestres, trouver de la nourriture dans cet environnement stérile est un véritable défi. Les clans de babouins doivent souvent se contenter de ce qu'ils trouvent sur les hauteurs de la péninsule. Mais c'est un mâle dominant expérimenté qui dirige ce clan et il sait où chercher. Les plantes qui possèdent un organe de réserve souterrain de type bulbe ou tubercule sont appelées géophytes. On en trouve dans tout le parc. Elles stockent l'eau et les glucides sous terre afin de survivre aux étés chauds et secs.
Mais les géophytes ne sont pas toutes bonnes à manger. À la fin de l'été, les amaryllis fleurissent sur toute la péninsule. Les bulbes de ces plantes magnifiques sont très toxiques et peuvent tuer un homme. Ces babouins ont un cerveau développé, ce qui leur donne un avantage dans cet environnement hostile. La vie de famille est primordiale. Les parents transmettent leur expérience aux petits, qui passent aussi des heures à jouer. C'est ainsi que l'on tisse des liens entre les membres de la famille. Les individus de classe inférieure font souvent la toilette des mâles dominants pour se faire accepter, tandis que les femelles cherchent à protéger leurs petits. Les plus jeunes aussi guettent la moindre opportunité de gravir les échelons. Les damans des rochers grimpent bien souvent également. Ici, on les appelle dacis. Ils vivent dans tout le parc sur les affleurements rocheux. Cette famille est la reine de ce château. Elle a élu domicile sur la montagne de la Table. Les damans ressemblent étrangement aux cochons d'Inde. Pourtant, ce ne sont pas des rongeurs. Aussi incroyable que cela puisse paraître, des analyses ADN ont démontré que leurs plus proches parents sont les éléphants. Les agamas se sont également adaptés à la vie ici. Comme tous les animaux à sang froid, ils sont incapables de réguler leur température corporelle. Ils doivent donc compter sur le soleil pour se réchauffer. C'est pourquoi ils passent la plupart de leur temps allongés au soleil. Ils deviennent alors des cibles faciles pour les oiseaux de proie comme la cresserelle des rochers. La plupart des espèces se camouflent pour se fondre dans la roche. Mais le Cordylus niger est facile à repérer. C'est une concession dangereuse. Effectivement, les prédateurs le repèrent plus rapidement, mais sa couleur foncée lui permet d'absorber plus de chaleur. Les damans aiment aussi prendre un bain de soleil. Ils comptent parmi les rares mammifères à sang chaud capables d'utiliser la chaleur du soleil pour augmenter leur température corporelle et stimuler leur métabolisme. Eux aussi deviennent vulnérables face aux prédateurs tels que la buse roue noire. Mais les damans savent sauter entre les rochers. Leurs doigts trapus et leurs ongles comme des sabots leur permettent de sauter facilement. Grâce à une sécrétion spéciale, leurs pattes caoutchouteuses sont moites en permanence. Leur cage thoracique peut également se plier, ce qui est idéal pour se faufiler dans les petites crevasses entre les rochers et échapper au danger. Mais de toutes les adaptations, c'est sans doute leur capacité à s'attaquer à une nourriture variée qui leur donne le plus gros avantage dans ce parc. Leur estomac compartimenté est rempli de bactéries symbiotiques qui leur permettent de consommer les feuilles des fynbos, d'habitude immangeables.
Durant une grande partie de l'année, les fynbos essaient d'éloigner les animaux pour qu'ils ne les mangent pas. Cependant, pour certaines espèces, les animaux jouent un rôle essentiel dans la pollinisation. Alors, pour les attirer, les plantes produisent du nectar en grande quantité. Faire pousser des feuilles est un processus coûteux, car il faut des nutriments et on en trouve très peu dans les sols du parc national de la montagne de la Table. Mais si les feuilles coûtent cher, ce n'est pas le cas du nectar. Pour en produire, il faut simplement du soleil et un peu d'eau. Il est tôt, les fleurs sont pleines de nectar et les suimangas se régalent. Les suimangas orangés ne vivent que dans les fynbos. Ils ont un rôle prépondérant dans l'écosystème. Ils volettent de fleur en fleur pour boire le nectar. Leur corps se recouvre alors de pollen. Ils le transfèrent d'une plante à l'autre et fécondent ainsi les fleurs. Les suimangas calibés sont aussi attirés par ce festin en promotion. Les protéas, fleurs emblématiques de l'Afrique du Sud, sont des arbustes qui attirent un autre oiseau un peu plus gros. Le Promérope du Cap, qui adore le nectar. Sa queue est longue et encombrante. Mais cette queue impressionnante attire les femelles. Plus elle est longue, plus il y a de chances que le mâle soit un bon partenaire. Les suimangas profitent aussi de ce butin sucré. Mais sans le vouloir, ils dépouillent les protéas de leur nectar. Leur petite taille les empêche d'atteindre la plante en profondeur en passant au-dessus, comme le font les Proméropes. Par conséquent, ils ne sont pas couverts de pollen. Mauvaise nouvelle pour les plantes. Elles ne peuvent compter que sur les Proméropes pour la pollinisation. Plus de 400 espèces des plantes des fynbos ont besoin des oiseaux pour produire des graines. Cela dit, ces derniers ne sont pas les seuls pollinisateurs. Les abeilles du Cap adorent le nectar et les fleurs sont leur principale source d'approvisionnement. Les abeilles jouent également un rôle essentiel dans l'écosystème des fynbos. Leur rostre, ce tube hermétique qui ressemble à une paille, leur permet d'aspirer le nectar. Une charge électrostatique sur les poils fins dont leur corps et leurs pattes sont couverts les aide à récolter le pollen.
compte plusieurs pollinisateurs, mais le plus inhabituel est sans doute le mulot rayé. On recense peu de cas de pollinisation par des rongeurs dans le monde. Les protéas attirent les mulots car elles produisent de grosses quantités de nectar. Dans les fynbos, plus de 35 espèces de plantes dépendent de cette alliance singulière. Le vent est parfois un obstacle, mais pour certaines plantes, il est devenu nécessaire. Les restionacées, l'un des autres principaux types de plantes des fynbos, sont pollinisées grâce au vent. Elles n'ont pas de fleurs tape à l'œil. Mais à quoi bon avoir des pétales sophistiqués ou du nectar savoureux quand on n'a pas besoin d'attirer les pollinisateurs? Leur pollinisateur agit au hasard, mais il est partout. Et si la pollinisation par le vent n'est pas aussi précise que celle des animaux, elle n'en est pas moins efficace, surtout dans un écosystème dominé par le vent. Le vent permet de renouveler la vie sur Terre et il apporte des nutriments à la surface de l'océan. C'est grâce à lui que la vie marine prospère. Le parc national de la montagne de la Table abrite d'ailleurs un animal marin peu commun, le manchot du Cap. C'est la saison des amours pour la colonie de Boulders Beach sur la côte est du parc. C'est l'une des 3 seules colonies qui se reproduit sur le continent en Afrique. D'habitude, les manchots du Cap préfèrent se reproduire sur des îles au large. Mais au début du XXe siècle, les humains ont détruit leur habitat en prenant tout le guano sur ces îles pour en faire de l'engrais. Sans guano, les manchots ne pouvaient plus creuser de terriers pour y abriter leurs petits. Par ailleurs, la pêche commerciale les prive de nourriture. Environ 2 millions de couples reproducteurs avaient été recensés dans le sud de l'Afrique. Aujourd'hui, ils sont moins de 25 000 à survivre. La survie de l'espèce ne tient plus qu'à un fil. Et les manchots de la colonie de Boulders Beach sont en première ligne dans cette bataille. C'est l'une des seules colonies dont le nombre d'individus augmente. Cette colonie reproductrice est protégée et la pêche commerciale n'est pas autorisée dans les eaux de la baie de Falls. Il y a donc de la nourriture à profusion. Les manchots ne sont pas les seuls oiseaux incapables de voler qui profitent de ce sanctuaire. L'été bat son plein. C'est la période la plus sèche de l'année. En cette journée étouffante, le mercure affiche 43 degrés, la plus haute température enregistrée à la pointe du Cap au cours de ces 100 dernières années. Il y a peu d'ombre dans les fynbos et les oiseaux ne peuvent pas transpirer pour se rafraîchir. Cette autruche souffre de la chaleur. Elle ouvre donc la bouche et fait circuler de l'air rapidement dans une poche remplie de capillaires au niveau de sa gorge. Elle refroidit ainsi son sang. C'est ce qu'on appelle l'allaitement, comme le font les chiens. Elle déplie également ses ailes.
L'air ventile la peau fine sous ses ailes et sa température baisse. Les bonteboks souffrent également dans cet environnement nu. Les mâles défendent leur territoire et peu importe la chaleur, ils n'ont qu'une priorité, asseoir leur domination. Il y a pourtant des endroits du parc où ce vent qui dessèche est favorable aux plantes et aux animaux. Sur les sommets, les vents du sud-est ont formé un nuage surnommé ici la nappe. Si les pentes sont asséchées, les sommets sont soulagés par ce nuage épais. L'eau qui se condense dans l'air suffit à rafraîchir les maigres ruisseaux qui subsistent. C'est là que pousse une orchidée appelée Disa. Bien que les Disas résistent aux températures chaudes de l'été, elles ont besoin d'humidité. Elles ne peuvent survivre que dans ces ruisseaux permanents. Les rivières du Cap sont connues pour leurs eaux foncées. Les tanins amers que les plantes des fynbos utilisent pour repousser les herbivores coulent dans les rivières et les colorent comme du thé. Même dans cet environnement humide, la vie est difficile. Les Drosera sont des plantes carnivores capables de pousser sur ces sols pauvres en nutriments. Les gouttelettes sur leurs feuilles sont des sécrétions sucrées. Les insectes sont englués dans cette substance et la plante n'a plus qu'à les digérer à l'aide d'enzymes et à absorber les nutriments. Grâce à ces ruisseaux permanents, quelques écrins de verdure subsistent sur cette montagne hostile. Les forêts afro-montagnardes ne couvrent que 4% du parc, mais beaucoup d'espèces rares y ont trouvé refuge. La plus précieuse étant la grenouille Éléophrine roseille. Cet amphibien se fait rare. La totalité des spécimens de l'espèce est répartie dans 6 ravins du côté est de la montagne. On ne les voit presque jamais. Elles mènent une existence secrète dans ces ruisseaux pérennes. Ce tétard vient de se transformer en grenouille. Sa croissance n'est pas finie. À l'âge adulte, elle atteindra 5 cm. Ces grenouilles sont parfaitement adaptées à leur environnement. Grâce à leur corps aplati, elles peuvent ramper dans les crevasses étroites, tandis que leurs pattes palmées en font d'excellentes nageuses. Les disques collants au bout des pattes leur permettent de s'accrocher sur les rochers, et leur corps vert et brun tacheté constitue le camouflage idéal. Les têtards se sont également adaptés à la vie dans des ruisseaux au débit rapide. Leur grande bouche fait office de ventouse. Ils peuvent ainsi s'accrocher aux rochers pour déguster lentement des algues.
Il leur faudra 1 année pour devenir adultes. L'éléophrine roseille s'est adaptée à cet endroit. Elle est incapable de parcourir de longues distances entre les habitats où elle pourrait s'installer, ce qui explique qu'on ne la trouve pas ailleurs. Un individu étrange s'est aussi abrité en contrebas du ruisseau. C'est le Bradypodion pumilum, un caméléon qui vient de la pointe sud-ouest de l'Afrique du Sud. Contrairement à l'éléophrine roseille, qui n'est faite que pour vivre sur la montagne de la table, le secret du succès de ce caméléon est sa capacité d'adaptation. Il peut survivre partout, que ce soit dans les fines bosses, dans les forêts ou dans les jardins en ville. Les gros individus, comme celui-ci, peuvent mesurer jusqu'à 19 cm de long. Les caméléons sont des prédateurs importants. Leurs pattes adhérentes et leur queue préhensile conviennent parfaitement à la vie dans les arbres. Leurs yeux sont totalement indépendants. Ils peuvent regarder dans différentes directions en même temps. Même les chasseurs aguerris ratent parfois leur cible. Aujourd'hui, cette sauterelle a eu de la chance. Mais la ténacité est récompensée. Les forêts afro-montagnardes sont cachées dans les ravines humides, à l'abri des dangers de la chaleur et de la sécheresse sur les pentes à découvert. À la fin de l'été, le parc national de la montagne de la Table est une poudrière. La moindre étincelle suffit à embraser la montagne. Une fois allumés, les incendies incontrôlables détruisent rapidement tout sur leur passage. Les animaux qui ne peuvent pas s'enfuir périssent dans les flammes. Mais le feu fait partie intégrante de cet environnement. Il a d'ailleurs une importance capitale dans cet écosystème. En l'espace de quelques jours, de nouvelles pousses apparaissent. Les arbustes protéas sont particulièrement adaptés pour faire face au feu. Certains se protègent grâce à une écorce épaisse. Ils repoussent dès que le feu est éteint. D'autres sont stimulés par les flammes et libèrent leurs graines. La fumée, la chaleur et le bois calciné entraînent également la pousse des graines et des bulbes sous terre. Paradoxalement, ce paysage brûlé est un Eldorado pour les jeunes pousses. Les plantes adultes ne sont plus là. Il n'y a donc plus de lutte pour se faire une place ou pour avoir de l'eau. Les nutriments qui étaient stockés dans la végétation sont maintenant dans les cendres très fertiles répandues sur le sol.
Comme le phénix qui renaît de ses cendres, les fynbos se régénèrent après chaque incendie. Les 100 km de côte accidentée du parc national de la montagne de la Table constituent une véritable frontière entre le fynbos qui tente de résister aux attaques de l'été et les eaux froides pleines de vie. Pour survivre dans ce parc, toutes les espèces doivent faire pencher la balance de leur côté. Et quand il s'agit de saisir les opportunités, aucune n'égale les clans de babouins de la montagne. À la fin de la saison chaude, les varechs regorgent de vie. Les plantes adultes sont chassées par la houle venue du sud de l'océan. Une fois sur le rivage, c'est une ressource considérable. Les amphipodes, des crustacés lointains cousins des homards et des crabes, ont des branchies adaptées pour respirer l'air. Les tonnes d'algues échouées ne résistent pas plus de quelques jours à ces véritables détritivores. Le clan des babouins de la pointe du Cap profite aussi de ce buffet sur la plage. Ils le savent, on peut faire un festin à condition de chercher au bon endroit. Lorsque les conditions sont favorables, ils quittent leur habitat dans la montagne de bon matin pour venir profiter de ce buffet de fruits de mer. Rien ne vaut la marée basse au printemps. Quand les rochers sur la plage sont à découvert à perte de vue, offrant ainsi des moules et des bernicles. C'est l'un des seuls endroits au monde où l'on a observé ce comportement chez les babouins. Les coquillages sont une source incroyable de protéines. Ces babouins ne passent que 5% de leur temps à se nourrir sur la plage. Mais les bienfaits nutritifs qu'ils en retirent sont exceptionnels. On dit que c'est ce même apport de protéines qui a permis à l'homme d'évoluer il y a des centaines de milliers d'années. Il existe des preuves montrant que nos ancêtres primitifs ont consommé beaucoup de fruits de mer sur ces côtes. C'est ainsi qu'ils ont stimulé la croissance de leur cerveau. Tout comme les premiers ancêtres de l'homme, ces babouins se sont adaptés et savent saisir les opportunités qui leur sont offertes dans cet environnement exigeant. Ils jouissent alors d'un avantage précieux pour survivre sur cette péninsule impitoyable. Le parc national de la montagne de la Table est une terre de contrastes, vivant au rythme du feu et du vent. Sur Terre, les conditions sont difficiles. Malgré cela, beaucoup de plantes et d'animaux y prospèrent.
Ils forment des alliances pour assurer leur survie. Cette biodiversité est inédite. Les océans qui l'entourent regorgent de vie, alimentés par des eaux riches en nutriments qui remontent des fonds marins. La nourriture foisonne pour cette multitude de végétaux et d'animaux. Cette île, où diversité et émerveillement se mêlent, est opprimée par les humains et encerclée par l'océan. Le parc national de la montagne de la Table est un endroit unique au monde.